Pour pressentir, il y a plus d'un siècle, que l'espace serait un jour la clé de notre quotidien, il fallait quand même une sacrée dose d'imagination, peut-être aussi de déraison. Mais l'une va-t-elle vraiment sans l'autre? Le compte à rebours du lancement de nos satellites a commencé en fait il y a bien longtemps, dès la fin du 19e siècle. Depuis, combien d'écrivains, d'illustrateurs ou de cinéastes se sont frayés un chemin à travers les broussailles du futur pour tenter de deviner à quoi ressemblerait le quotidien du terrien au XXIe siècle? Seule une poignée de ces visionnaires, à travers un imaginaire plus ou moins fantaisiste, avait déjà pressenti que nous marcherions un jour sur la Lune et que préserver la vie sur Terre deviendrait l'une des principales préoccupations de l'humanité. Dans cet art divinatoire, très approximatif, certains avaient même envisagé une maison du futur qui, comme un derviche tourneur, puiserait l'énergie de son quotidien dans les forces cosmiques. Qu'elle serait à jamais tributaire de l'espace qui nous entoure. Peut-être à force de regarder en l'air pour y trouver l'inspiration, quelques-uns de ces visionnaires avaient alors peuplé le ciel de notre 21e siècle d'aéropaquebots et de taxis volants, devinant confusément, avec plus d'un siècle d'avance, que l'espace nous permettrait un jour non seulement de nous déplacer, mais aussi, en se peuplant de satellites, de nous informer, de nous protéger, de prévoir, de soigner. Pressentant déjà que l'homme ne se contenterait pas toujours du petit lopin de terre qu'on lui avait alloué, et qui devenait trop étroit à son goût, et qu'il rêverait de déployer ses propres ailes. Mais il faudra hélas attendre encore plus d'un siècle pour que ces prédictions se réalisent. Le temps pour l'homme de grandir en sagesse et d'approfondir studieusement ses connaissances pour être enfin prêt pour la conquête spatiale. Le 4 octobre 1957, à la grande surprise du monde entier, une fusée soviétique emporte à son bord un compagnon que ce voyage a rendu célèbre. L'homme assouvissait enfin un vieux fantasme dont il rêvait depuis bien longtemps. Quelque chose qui donnerait naissance à une ère nouvelle. Quelque chose aussi petit qu'une étoile, aussi grand qu'une étoile. Au fait, saviez-vous que Spoutnik en russe veut dire compagnon ? Malgré sa petite taille et son poids modeste, Spoutnik 1 a donné le départ de l'ère spatiale. Après lui, qui sait, ce serait peut-être la conquête de la Lune, de Mars, de Vénus, le départ vers d'autres mondes. Mais cette petite boule d'aluminium, qui a fait le tour du monde en 98 minutes, ne se doutait sans doute pas que, bien loin de nous entraîner vers les hypermondes, elle deviendrait un miroir dans lequel allait se refléter notre quotidien. Et puis, comme les marionnettes qui font 3 petits tours et puis s'en vont, Spoutnik nous tire finalement sa révérence, sans rejoindre le plancher des vaches, dont il va pourtant bouleverser l'existence des générations futures. Le peu de bagages qu'il contenait est parti en fumée. C'est vrai qu'à part un émetteur et une batterie, il n'y avait pas grand-chose dans les entrailles du premier satellite. Il mesurait 58 cm de diamètre et pesait à peine 84 kg. Pour répondre à son désir de coloniser l'espace, l'homme envoie alors quelques éclaireurs en orbite. Souris, chiens, ouistiti, toutes sortes d'animaux s'envolent alors pour un tour de manège gratuit, bien avant leur grand frère l'homme. Marquant encore un point d'avance, les Russes mettent en orbite Spoutnik 2, avec à son bord la chienne Laïka, le premier être vivant envoyé dans l'espace. Pas rancunières pour autant, nos amis les bêtes. À part peut-être ce chimpanzé dont on voulait observer le comportement dans l'espace. En appuyant sur le bouton rouge, il gagnait une banane. En appuyant sur le bouton vert, il recevait une minuscule décharge électrique. La pauvre bête avait tout bon, mais les fils avaient été malencontreusement inversés. Et c'est le contraire qui se produisait. Rien d'étonnant alors si en sortant de sa capsule, le malheureux chimpanzé n'a rien trouvé de mieux que d'aller mordre tous ces bons à rien. C'est humain. Et les Américains alors dans tout ça ? Eh bien, les Américains, un peu agacés par la guerre des nerfs qui les oppose aux Soviétiques, décident un beau jour de frapper un grand coup. To achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.
John Kennedy promit la Lune à ses électeurs, et le monde se réveilla en plein rêve. Mais bien loin de marquer le départ d'une improbable colonisation de l'espace, l'homme allait effectuer en fait un spectaculaire retour sur lui-même. Le programme Apollo, c'est la première fois qu'on a des images de la Terre depuis un autre corps céleste. Et on voit que la Terre est une petite planète bleue, un peu fragile, un peu perdue dans l'immensité de l'espace noir. Et c'est une vision assez frappante. Et je crois que c'est une image qui a changé notre vision de la Terre. On s'est rendu compte que la Terre est petite, qu'elle est peut-être unique. Pour l'instant, on ne connaît pas d'autres corps célestes qui abritent la vie. Donc, il faut la protéger. Et je pense qu'en effet, au début, l'espace a été motivé par des considérations de prestige, de rivalité, de course et aussi des considérations de sécurité. De plus en plus, l'espace nous apprend des choses sur notre planète, nous sert à mieux gérer les ressources de notre planète. De plus en plus, les services spatiaux s'adressent à la destination des terriens que nous sommes et nous aident à gérer notre planète. Les terriens que nous sommes se mirent alors à imaginer l'espace comme celui qui entoure une mégapole. Autour du centre Terre gravitent quelques faubourgs satellites. Et puis, plus loin, reliés à la mégapole par un axe de communication par lequel transitent toutes sortes d'échanges, quelques cités de grandes banlieues étendent à leur tour ce gigantesque tissu urbain. Sur le modèle de cette mégapole, les terriens que nous sommes allaient se donner les moyens de créer un gigantesque réseau orbital. Une fois de plus, l'homme a été encore plus loin que ses rêves les plus fous, et des centaines d'oiseaux silencieux planent aujourd'hui en permanence au-dessus de nos têtes. Mi-ange, mi-machine, cette nouvelle espèce créée par l'homme s'est vite acclimatée dans le vide spatial qui nous entoure. Au fil des décennies, ils se sont enroulés autour de notre planète comme un voile protecteur qui a bouleversé notre quotidien. Pour mettre un objet en orbite, on exploite le fait que la Terre est ronde. Si on lance un objet, naturellement, il va retomber à quelques mètres de soi. Si on le lance plus fort, il retombe alors un petit peu plus loin. À un certain moment, parce que la Terre est ronde, notre lancer sera suffisamment fort pour que l'objet ne retombe plus sur la Terre et entre en orbite autour. Sur les orbites les plus proches, les satellites d'observation de la Terre et la Station spatiale internationale tournent à des altitudes de quelques centaines de kilomètres. À 24 000 kilomètres de la Terre, les satellites de positionnement comme les satellites du système GPS ou bientôt ceux du système européen Galileo encerclent à leur tour notre planète. Enfin, à 36 000 km se trouve l'orbite géostationnaire dont Kepler avait pressenti l'existence dès la fin du XVIe siècle. Plus près de nous, c'est l'écrivain Arthur Clarke, auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui en a jeté les bases avec une extraordinaire précision, bien avant que le premier satellite ne rejoigne ce cercle magique. Le premier succès de sa vie, Arthur Clarke l'a obtenu en tant que savant, quand il écrivit un article dans lequel il imaginait l'utilisation de satellites sur une orbite géostationnaire. Il avait alors 28 ans et venait de passer la Deuxième Guerre mondiale à s'occuper de communications radar pour l'armée britannique. On était en 1945. Dans sa dernière interview, peu de temps avant de disparaître, Clarke parlait encore avec passion de l'orbite géostationnaire. Our planet has one natural satellite. Mars is lucky it has two, but they're very small. Our satellite, the Moon, takes, of course, a month to go around the Earth. And it occurred to me that if it was a satellite that took just one day to go around the Earth, it would appear to be fixed in the sky. And that, of course, would be the ideal location for any kind of broadcasting system
and that is what has happened. And I wrote this up in Wireless World in 1945 and never really expected to see it happen in my lifetime. I'm pretty happy that I did. I don't know who first attached my name to the idea of it out as a satellite, but of course I'm very proud of it. It gives me a feeling of immortality. Si son orbite est parfaitement circulaire et dans le plan de l'équateur, alors un satellite est dit géostationnaire, car il semble parfaitement immobile à tout observateur au sol. Cette immobilité n'est qu'apparente. En fait, il se déplace à plus de 3 km par seconde. Depuis leur position haute dans le ciel, les satellites géostationnaires peuvent relier des antennes éloignées de plusieurs milliers de kilomètres, même dans les zones les plus isolées. Ces grands oiseaux ont complètement transformé notre environnement, rendant les images de télévision du monde entier accessibles à chaque foyer, quel que soit le lieu où il se trouve. En théorie, 3 satellites équidistants suffiraient à couvrir toute la planète, à l'exception des régions polaires. En théorie seulement, car aujourd'hui, plus de 350 satellites se partagent l'orbite géostationnaire, assurant chacun avec précision une couverture à la carte. La coordination des fréquences entre opérateurs est assurée par l'Union internationale des télécommunications, basée à Genève. L'orbite géostationnaire forme ainsi un anneau de 265 000 km de circonférence sur lequel les satellites sont disposés à des positions précises tous les 1500 km. Tous les satellites de communication ont la même mission: recevoir un signal de la Terre sur des antennes embarquées, l'amplifier et le rediffuser dans leur zone de couverture. Ces équipements de transmission sont fixés sur un caisson central. Des protections thermiques l'isolent du milieu extérieur particulièrement hostile, et des surfaces radiatives permettent d'évacuer la chaleur produite par le caisson. En plus des systèmes de contrôle, le caisson abrite le système de propulsion et les réservoirs de carburant. Ce système permet de maintenir le satellite sur sa trajectoire, pallier les perturbations liées à l'attraction du Soleil et de la Lune et compenser les irrégularités du champ gravitationnel de la Terre. 2 panneaux solaires fournissent l'énergie nécessaire et des batteries rechargeables en prennent le relais lors du passage par l'ombre de la Terre à chaque équinoxe. Depuis sa position privilégiée, le satellite peut atteindre indifféremment des antennes au sol, des navires en mer ou des avions en vol. Théoriquement, il pourrait couvrir presque la moitié de la planète, mais les opérateurs comme Eutelsat installent sur leurs satellites des antennes spécifiquement conçues pour concentrer leur puissance sur des zones bien précises de la planète. Sur cette carte de couverture, vous pouvez voir des zones de puissance différentes. Il y a un lien direct entre le niveau de puissance émis par un satellite et la taille de l'antenne requise au sol pour recevoir le signal dans de bonnes conditions. Les zones de forte puissance permettent d'utiliser des petites paraboles de 60 cm pour recevoir des émissions de télévision en direct. Mais une puissance moins élevée est suffisante pour l'échange de données professionnelles ou l'alimentation des réseaux terrestres, comme ceux du câble par exemple, qui sont équipés d'antennes plus grandes. Nous nous trouvons ici devant une maquette au 10e de l'un des satellites de la flotte Eutelsat. Avant d'entreprendre la mise en orbite d'un satellite comme celui-ci, nous devons passer un contrat avec le constructeur du satellite. Mais auparavant, il y a un travail d'au moins 6 mois à Eutelsat où une équipe d'experts doit définir la mission. Une partie de ce travail consiste à établir les zones de couverture pour connaître le nombre d'antennes qu'il faudra embarquer à bord du satellite. Une antenne satellitaire traditionnelle est constituée d'un réflecteur parabolique et d'une source. Quand on utilise ce type d'antenne à bord d'un satellite, cela permet de couvrir une petite zone dans une région du monde. La plupart des satellites embarquent des antennes dont les empreintes permettent de couvrir précisément les régions qui nous intéressent. Une façon d'obtenir la forme de l'empreinte souhaitée est d'ajouter des sources supplémentaires à l'antenne
ce qui génère un ensemble de petites empreintes sur le sol qui, réunies, dessinent le contour demandé. Une autre façon, plus économe en poids, ce qui est vraiment toujours important dans la communication par satellite, est de travailler la surface de la parabole pour n'utiliser qu'une seule source. Pour faire cela, on déforme la surface du réflecteur, ce qui crée une distorsion sur l'empreinte au sol, permettant de dessiner précisément la couverture requise. C'est le cas du faisceau africain du satellite W7, pour lequel nous avons utilisé des logiciels de pointe pour définir la surface du réflecteur, nous permettant de couvrir avec efficacité la région africaine qui nous intéressait. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des pâtissiers en train de fabriquer le plus gros chocolat du monde. Non, nous sommes ici dans une salle blanche à l'abri de toute trace de poussière. C'est dans cet environnement apuré que sont construits les satellites. Pendant de longs mois, les milliers de pièces qui composent ces petits bijoux de technologie sont patiemment assemblées. Entre le vide spatial et des températures pouvant osciller entre moins 150 et plus 150 degrés, nos ambassadeurs de l'espace sont conçus pour fonctionner pendant une quinzaine d'années dans un milieu pas franchement très accueillant. Chaque élément qui compose le satellite a nécessité de longs travaux de recherche et de développement, qui ont abouti à de véritables découvertes technologiques. C'est le cas notamment des cellules photovoltaïques qui, conçues initialement pour un usage spatial, se mettent petit à petit à lézarder au soleil sur les toits de nos maisons. Ensuite, ce sont les dernières séances de maquillage et d'habillage. Dès qu'elle aura rejoint sa position en orbite, notre star ne pourra bien évidemment pas retourner sur Terre pour une ultime retouche. Mais après ces soins délicats, après cette méticuleuse sollicitude, les scènes de cascade vont vite ramener notre satellite à la dure réalité de sa condition. Test de vibration, test mécanique en apesanteur, test de résistance au bruit en chambre acoustique, de résistance au grand froid, aux chaleurs torrides. Rien ne lui sera épargné avant d'être placé dans son caisson de transport. Il gagne ainsi un aller simple à destination de son pas de tir. Il n'aura pas le temps de s'étendre au soleil, trop occupé à se faire bichonner pour les derniers préparatifs. Surtout ne pas oublier de faire le plein de carburant qui servira à la mise en orbite ainsi qu'au déplacement nécessaire à la mission du satellite. Imaginez un peu que vous partiez en pique-nique pour 15 ans. Le satellite est alors transporté vers la tour d'assemblage et encapsulé dans le dernier étage du lanceur qu'on appelle la coiffe. Quelques jours avant le lancement, la fusée entière est transférée sur le pas de tir. Les satellites géostationnaires utilisent des lanceurs capables de les projeter vers l'espace à une vitesse de 10 km par seconde au moment de la séparation. Ces lanceurs lourds ont une hauteur d'environ 60 mètres et une masse totale au décollage de plus de 700 tonnes. Une fusée comme Ariane 5 ECA est capable de lancer en un seul voyage 2 satellites géostationnaires d'une masse totale de 8 tonnes. Ça y est, l'heure du lancement est arrivée. Dans la salle de contrôle de Kourou, tout le monde est dans ses petits souliers. La mise en orbite d'un satellite représente des enjeux économiques et scientifiques énormes et parfois le résultat d'une vingtaine d'années de recherche dépend de cet instant unique. Ce n'est pas le moment de perdre son calme. C'est un moment terrible, le lancement. Le dernier auquel j'ai assisté, c'était celui de Herschel et Planck, ces 2 missions de l'Agence spatiale européenne. En mai cette année, à Kourou, c'était Ariane 5 qui lançait les 2 satellites. Et puis tout s'est déroulé comme prévu. Et on a vu la fusée s'allumer. Et on s'est dit, ça y est. Tout le monde était tout pâle. On a entendu le bruit de la fusée. C'est plus qu'un bruit, c'est des vibrations. Ça vous secoue. C'est physique. Hein. On sent son ventre qui se noue. Et puis on l'a vu qui partait, qui s'élevait exactement comme dans les simulations. Et on s'est dit, tout ça, tout ce travail sur ce gros pétard. Et après, on l'a vu, on a suivi une jumelle, mais on a vu, il y avait un peu des fumées. Est-ce que c'était normal? Est-ce que tout était normal? Et puis, on a perdu de vue dans les nuages. C'est la transmission télé qui a pris le relais. Regardez les retransmissions des gens dans la salle de contrôle. Tout le monde avait l'air content, mais un peu tendu. Et puis, c'est qu'au bout de
plusieurs dizaines de minutes qu'on a su que les satellites, la coiffe s'était bien ouverte, les satellites s'étaient bien séparés. Ouf, on est allé faire la fête. Là aussi, on est enfin soulagé. La coiffe du lanceur est libérée une fois que le satellite est sur son orbite de transfert. Ces panneaux solaires qui avaient été repliés pour les faire rentrer sous la coiffe de la fusée sont partiellement déployés. Ce déploiement partiel est suffisant pour assurer l'alimentation électrique des équipements du satellite en route vers sa position orbitale. La trajectoire du satellite est circularisée grâce aux poussées successives de ses moteurs lors de chaque passage à son point d'apogée. Une fois placé sur l'orbite géostationnaire, le satellite déploie l'ensemble de ses antennes et panneaux solaires. L'envergure du satellite atteint alors environ les 40 mètres, soit l'équivalent de 4 autobus. Il commence alors sa dérive vers son poste final, prenant ainsi sa place sur la couronne géostationnaire. Sur cette couronne, l'adresse orbitale du satellite est le degré de longitude ouest-ouest à la verticale de l'équateur. Dès sa séparation d'avec le lanceur, le satellite émet vers la station au sol des signaux de télémesure qui informent les contrôleurs de l'état de tous les systèmes. Cette télémesure est analysée et les performances vérifiées en permanence. Le cas échéant, des systèmes défaillants peuvent être remplacés par des composants redondants qui se trouvent à bord du satellite. Le maintien du satellite à l'intérieur de la fenêtre orbitale qui lui a été attribuée, ainsi que le pointage de ses antennes vers la Terre sont aussi contrôlés en permanence. Des manœuvres de routine sont effectuées toutes les 2 semaines pour compenser la dérive du satellite en actionnant le système de propulsion. Une ou plusieurs roues à inertie situées à l'intérieur du satellite en assurent la stabilisation par l'effet de la toupie. La gestion de la fin de vie des satellites géostationnaires fait l'objet d'une convention respectée par les opérateurs. Les satellites doivent garder suffisamment de carburant pour pouvoir rejoindre, après une vie de 15 ans, une orbite de fin d'activité située à 230 km à l'extérieur de l'orbite géostationnaire. Ils y goûteront une retraite bien méritée, mais néanmoins surveillée. Les satellites ont révolutionné la perception que nous avions de notre planète. Depuis l'envoi de Spoutnik en 1957, des progrès considérables ont été réalisés et une multitude d'applications sont nées de ces étonnants engins. Désormais, sur la surface entière de notre planète, des champs entiers d'étranges tournesols pointés vers le ciel brisent jour après jour les frontières que l'homme et la nature nous avaient imposées. Bienvenue à Internet Solutions. Nous nous trouvons dans notre centre de commutation de Bryanstone, à Johannesburg, en Afrique du Sud. En ce moment même, 3 millions de mégabits par seconde traversent cette infrastructure. Ces liaisons sont utilisées par nos clients à travers l'Afrique, par exemple pour assurer des transactions financières. Il peut s'agir de personnes en train de tirer de l'argent d'un distributeur, ce qui déclenche un processus d'autorisation. Ou d'autres en train de faire des achats dans un magasin qui utilisera également le satellite pour gérer son stock auprès de sa centrale de distribution. Ici transitent également des milliers de liaisons Internet pour les particuliers et pour les entreprises. Toutes ces technologies, tous ces usages de nos ressources satellitaires sont gérés à travers cette infrastructure pour nos différents clients. Notre Terre semble être devenue un grand village global, et nous ne nous étonnons plus de recevoir sur nos téléviseurs des images provenant du bout du monde comme si elles venaient du coin de la rue. C'est aussi un village global qui permet à tous les citoyens de rester en contact avec le reste de la planète et d'être informés en temps réel. Un village universel où l'on peut apprendre à distance. Une carte routière mondiale grâce à laquelle il devient difficile de s'égarer. Un monde plus sûr, où il devient de plus en plus possible de prévoir les catastrophes naturelles, où les satellites aident à sauver des vies et à protéger les espèces en danger. La galaxie des satellites n'a pas fini de changer notre vie.